nous décrire un petit peu l'acteur politique qui a été votre père, ce qu'il a représenté aux Comores en tant que chef d'État, et puis, d'une certaine manière, sa place dans l'histoire de ces premières générations d'hommes politiques. Parce que vous m'avez dit exactement l'inverse, mais enfin quand vous adorez parler. Vous êtes très très doux, vous m'avez rusé. Vous m'avez rusé. On fait le lien entre le passé et les luttes anticoloniales du passé et l'actualité d'aujourd'hui. Exactement, on fait le lien entre ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est-à-dire plus précisément pendant la période de l'indépendance, et aujourd'hui. Et le lien est qu'aujourd'hui, les États, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui au niveau africain, et que cette relation est toujours, on va dire, conflictuelle entre la France et les pays sous ancienne souveraineté française. Il y en a à peu près 17. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre sur la table cette relation qui reste un peu, on va dire, ambiguë entre la France et les États africains, et d'essayer de trouver des solutions qui permettraient d'avoir un rapport d'équité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une population qui souffre au détriment d'une autre, mais qu'il y ait ces deux territoires, que ce soit le territoire français ou que ce soit les territoires, puisqu'il s'agit de plusieurs pays, puissent collaborer ensemble, puissent avoir des accords bilatéraux. Bonjour, je m'appelle Jamila Ali Swali, je suis la fille de l'ancien président Ali Swali Mtachiwa, donc assassiné le 29 mai 1978 aux Comores. Voilà. Le thème résistance africaine, ça s'inscrit dans le cadre de la Nuit des idées face au présent. Pourquoi vous avez accepté cette invitation? Est-ce que le passé doit nourrir le présent selon vous? Effectivement, le passé, sans le passé, on ne pourra pas avancer. Et je suis persuadée que ça doit nourrir le présent pour pouvoir avancer dans l'avenir. Voilà. Donc je pense que tout ça, ça doit s'englober, hein, pour construire l'avenir de notre Afrique et notre France, enfin tous nos pays. Et là où l'Afrique et la France se rejoignent, évidemment, c'est Marseille, forte terre d'immigration. C'est important que ce genre de débat ait lieu précisément à Marseille. Ah ben oui, parce que quand on regarde tout le mélange qu'il y a à Marseille, c'est quand même une ville qui a des origines, alors on va dire, voilà, il y a beaucoup de Comoriens. Moi, je parle déjà des Comoriens puisque je suis comorienne. Il y a beaucoup de Malgaches puisque j'ai du métissage, donc malgache. Il y a beaucoup de Maghrébins. Il y a pas mal oui, il y a tout un mélange. Donc je pense que... Et puis, il y a une histoire aussi. Il y a une très grande histoire. La résistance, elle a démarré où? Et à Marseille, on a toujours été... Marseille, la ville qui a toujours été la première à faire de la résistance. Donc je pense que le thème de la résistance a été bien choisi, la ville a été bien choisie, et puis tout ce mélange fait que, le mélange, quand je parle des mélanges des origines, fait que ça pourra aider, et j'espère que ça pourra aussi nous aider à avancer, parce que ça soit à Marseille ou dans les autres pays d'Afrique, on dit toujours que Marseille, c'est la première ville des Comores, c'est la première ville d'Afrique, c'est la première ville du Maghreb, mais on a quand même besoin de temps en temps de mener des actions pareilles, des événements qui vont comme celle d'aujourd'hui, et pour pouvoir bien avancer dans l'avenir. Alors pour bien avancer, il faut connaître son histoire. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire de votre père est suffisamment connue aujourd'hui? Non, justement, mon père est trop resté aux Comores.
son histoire, sa politique est trop restée aux Comores. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont organisé cet événement, hein, surtout Marseille en commun et le MUSEM qui a accepté aussi, parce que ça va me permettre d'expliquer qui était Ali Soali Msashiwa et qu'il soit connu aussi au niveau de l'Afrique. Donc vous vous rendez compte, aujourd'hui, Ali Soali va se trouver au même rang politique et au même rang géologique que Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Je suis très très heureuse parce que surtout que Ali Soali avait d'abord mené sa politique avant Thomas Sankara. Ils se sont connus à Madagascar, mais la politique de l'autosuffisance alimentaire, le programme, excusez-moi, c'est Ali Soali qui l'avait créé avant. Donc il y a eu pas mal de choses qu'Ali Soali avait mis en place et qu'après Thomas Sankara a suivi. Voilà, donc je suis vraiment contente qu'Ali Soali sera aujourd'hui aux premières loges. Et c'est important que cette histoire soit connue aussi en France parce que Ali Soali a été renversé par des mercenaires français menés par Paul Denard. Il a été renversé par des mercenaires français avec l'accord bien sûr d'un certain gouvernement entre guillemets français et puis avec une grande complicité des Comoriens aussi. Certains Comoriens qui ont été complices. Et c'est dommage hein, parce que c'est eux les plus pénalisés aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde les Comores sont devenus orphelins. Les Comores n'ont plus de direction. Voilà. Les Comoriens ne comprennent plus ce qui se passe. Les Comoriens se disent aujourd'hui, dommage, on ne comprenait pas Ali Soali. On ne savait pas là où il voulait nous conduire. Donc là, il voulait nous amener exactement, on ne savait pas. Et c'est malheureux. Et quand vous regardez aujourd'hui aux Comores, 90% des Comoriens regrettent beaucoup et pensent beaucoup à Ali Soali. Donc si aujourd'hui on arrive à montrer sa politique au niveau de l'Afrique, au niveau mondial, que demande le peuple? Et il y a un lien à faire aussi aujourd'hui entre les résistances du passé, les résistances à la colonisation et puis les luttes de l'indépendance, et puis les activistes, les militants d'aujourd'hui, ils peuvent apprendre des choses des leaders comme Ali Soali, vous avez cité aussi Thomas Sankara, on pourrait citer Lumumba. Mais bien sûr, il faudrait seulement que les activistes découvrent qui sont ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Parce que je pense qu'il faudrait quand même faire un travail profond, répertorier ces personnes, parce qu'il y a pas mal on a eu pas mal de résistants, mais qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il faudrait d'abord, les activistes devaient d'abord aller faire des recherches, retrouver. Moi, j'ai discuté avec un qui est Cheikh Fall, mais qui ne connaissait pas Ali Soali Msashiwa. Et pourtant, il fut un temps où le Sénégal représentait Cheikh Fall, qui est sénégalais, qui est activiste, ne connaissait pas Ali Soali Msashiwa. Or que le Sénégal avait représenté les Comores pendant 2 ans et demi. Sur le plan mondial, le Sénégal nous représentait. Donc le Sénégal avait beaucoup contribué après l'indépendance, parce que bien sûr les Comores, l'indépendance a été proclamée sans transition, sans préparation, rien du tout. Donc la France, quand elle est partie, on n'avait plus rien. Et le Sénégal nous avait beaucoup aidés, avec d'autres pays bien sûr, hein, le Canada, Belgique, etc. La Tunisie, l'Algérie avaient beaucoup aidé. Mais le Sénégal avait beaucoup contribué au niveau de l'éducation parce qu'on n'avait même plus de professeurs. Donc c'est malheureux de voir que le Sénégal avait beaucoup contribué pour développer l'éducation aux Comores, et qu'il y a des Sénégalais qui ne sont même pas au courant de cette histoire et qui ne connaissent même pas l'histoire d'Ali Soali, celui qui avait fait en sorte que le Sénégal et les Comores aient une très bonne relation. Nous avons eu des étudiants qui sont rentrés au Sénégal et qui vivent jusqu'à maintenant, qui ont fondé des familles. Et tout ça, c'est des liens les activistes devraient tout connaître pour pouvoir avancer, justement faire des recherches et avancer et trouver comment éparpiller ce projet, parce que ce n'est pas un projet qui nous appartient qu'à nous. Il faut que la génération à venir comprenne ce que ces gens-là voulaient faire. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Parce qu'en premier, il ne faut pas écouter qu'on les fasse passer pour des criminels. Oui, c'était des despotiques, c'était de ceci. Non, 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 non. Il faudrait que la jeunesse comprenne et découvre la vérité. Parce que sans cette vérité, on n'ira jamais loin. Et sans la jeunesse, on n'avancera pas. Un pays qui ne comprend pas la vérité, qui ne cherche pas à comprendre la vérité, surtout je parle au niveau de la jeunesse, ça veut dire que c'est un pays qui continue à partir carrément à la dérive. Et ça, c'est ce qu'il faudrait éviter.
on va totalement changer maintenant d'océan, puisqu'on va aller vers l'océan Indien, on va aller vers les Comores, et votre père, qui est pas forcément... Alors, ici, c'est certainement une des villes de France où il est le plus connu en termes de nom, puisque c'est une ville en partie comorienne. Donc les gens connaissent les Comores beaucoup plus que si on monte à Lille ou à Paris, parce que c'est une ville qui a un rapport aux Comores par rapport à la population qui y vit, avec ce lien très fort avec l'archipel. Est-ce que vous pourriez exactement de la même manière qu'on vient de faire avec Lumumba, nous décrire un petit peu l'acteur politique qui a été votre père, ce qu'il a représenté aux Comores en tant que chef d'État, et puis, d'une certaine manière, sa place dans l'histoire de ces premières générations d'hommes politiques. Je vais peut-être vous emprunter votre micro, et je vous le rends après, cher ami, pour basculer sur le Burkina Faso. À vous. Je vous remercie. Qui était Ali Solim Sachiwa? Ali Solim Sachiwa était quelqu'un qui est arrivé trop tôt. Il est arrivé très très tôt au Comores par rapport à cette époque-là. C'était en 1975, le 3 août 1975. Bon. Et c'était un visionnaire, c'était un réaliste. C'était quelqu'un qui voulait changer les habitudes. Il voulait changer la politique, il voulait changer la mentalité des Comoriens, et les Comoriens n'étaient pas prêts. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'était le 2 janvier 1976, surtout que on l'a accusé d'avoir fait un coup d'État le 3 août 1975, mais ce coup d'État, c'était pas lui qui l'avait réalisé. Il faisait partie, parce que lui, il représentait un parti politique qui s'appelait Mrana. Donc il y avait plusieurs partis politiques qui avaient décidé de renverser le président Abdallah, qui était à l'époque, parce qu'il avait proclamé l'indépendance. Cette indépendance a été proclamée le 6 juillet 75, je crois, oui, excusez-moi, voilà, 75. Donc, Ali Soili n'était pas d'accord, parce qu'il trouvait que les Comoriens n'étaient pas prêts. Il n'y avait aucune transition qui a été faite, donc il ne voulait pas qu'on proclame l'indépendance. Mais entre-temps, Ahmed Abdallah a proclamé l'indépendance, donc il fallait chercher, il fallait trouver le moyen de sauver les Comoriens. Et ce coup d'État a eu lieu le 3 août 1975, et ils avaient placé un certain monsieur Saïd Mohamed Jafar, qui était président en intérim. Et le souci, c'est que le président Abdallah, qui était président donc avant le coup d'État, avait carrément séparé l'île d'Anjouan, qui était son île natale. Il avait séparé l'île d'Anjouan, il avait déjà mis en place un gouvernement, une radio, et donc il fallait réagir vite. Bon, parce qu'on avait déjà le problème de Mayotte, il ne fallait pas rajouter un autre problème qui était Anjouan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que, bon, Ali Soili a discuté, en fait. Ils ont décidé, parce que le président Jafar a fait venir donc une équipe de militaires qui étaient des mercenaires, puisque c'est lui qui était au pouvoir. Donc ils ont fait venir ces mercenaires. Ce n'était pas Ali Soili, parce qu'on a tendance à dire que c'était Ali Soili qui avait fait ce coup d'État, c'était Ali Soili qui avait fait venir des mercenaires aux Comores. Non, c'était pas du tout ça. Donc moi, je tiens à ce que quand même on arrive à éclaircir et que cette vérité, la génération la découvre aussi. Et donc, il y a eu ce monsieur qui a fait venir des mercenaires, qui ont formé des militaires, qui sont partis sur l'île d'Anjouan pour calmer la situation. Donc, des élections ont eu lieu après le 2 janvier, parce que c'est le prince Saïd Ibrahim. Excusez-moi, l'histoire elle est un peu compliquée, mais c'est les Comores, voilà. Donc, le prince Saïd Ibrahim, donc, qui devrait être président, et qui était en déplacement, donc qui était ici en France pour des soins, et ensuite partir à la Mecque, et malheureusement décédé à la Mecque. Donc il fallait changer les donnes. Donc il y a eu des élections, et Ali Soili a été élu le 2 janvier 1976. Donc en 2 ans et demi, il a été de 2 janvier 1976 et il a été assassiné le 29 mai 1978. Mais en 2 ans et demi,
Ali Soili a fait ce que personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il avait mis en place un plan qui est là, sur l'autosuffisance alimentaire, il fallait voir aussi refaire des réformes au niveau des administrations, il fallait revoir aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, parce qu'Ali Soili était un ingénieur en agronomie. Et donc, la première chose qu'il avait compris, c'était qu'il fallait aider les agriculteurs à s'en sortir. Parce qu'un pays qui n'a rien à manger, voilà, ça aurait été vraiment difficile. Donc, il avait fait tout un programme de 5 ans, disons, au bout de 5 ans, on n'aura pas à mendier à l'extérieur. Mais ce qui a beaucoup plus dérangé dans sa politique, c'est qu'il a voulu changer les mentalités, comme je disais tout à l'heure. Il s'est attaqué aux coutumes. Donc nous avons le grand mariage qui s'appelle le Randa, qui coûte très très cher. Donc il a voulu quand même réduire, parce qu'il s'est dit non, faire à manger pendant 1 mois, nourrir des gens 1 mois, dépenser de l'argent, ça c'était catastrophique. L'exemple d'un navigateur qui vivait à Marseille et qui pouvait faire des économies de 5 ans, de 10 ans, il allait dilapider ça aux Comores en quelques jours juste pour le Randa. Donc lui, il ne voulait pas de ça. Il avait dit non, il fallait réduire. Voilà. Donc, et ça, c'était un gros problème chez le Comorien. Il a voulu aussi, se battre aussi contre la corruption qui avait beaucoup gangréné. Et là, actuellement, c'est encore pire. Donc, il a voulu aussi l'émancipation de la femme comorienne. Aux Comores, à l'époque, il y avait des femmes, la femme, surtout la fille aînée, qu'on enfermait, qui ne sortait pas jusqu'au mariage. Donc, des fois, on rencontrait des femmes qui avaient 40 ans sans être mariées. Donc, après, qui ne pouvaient plus avoir des enfants. Et ça, c'était malheureux. Et lui, il s'était battu pour ça. Il a voulu, dans l'émancipation de la femme, il a fait en sorte que la femme comorienne puisse choisir son métier, puisse aussi choisir sa tenue vestimentaire. En fait, il s'est battu pour la liberté de la femme. Donc, on a eu des femmes qui faisaient de la mécanique, ce qui n'existait pas avant. On a eu des femmes qui faisaient l'artisanat, ce qui n'existait pas avant. Voilà. Et surtout les réformes au niveau des administrations, c'était sa première bataille de cheval. Donc, Ali Soili, quelque part, en gros, je dirais, il a gêné, il a dérangé. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Il a été assassiné par quelqu'un qu'on connaît, sa réputation, Bob Denard, avec des mercenaires en 78, comme vous l'avez dit. Exactement. Et il fait partie de ce que beaucoup oublient souvent quand on parle de l'histoire des décolonisations, c'est qu'on pense que c'est un temps qui se tourne au moment des années 60, mais non. Djibouti, les Comores, l'Empire portugais avec l'Angola au Mozambique, ce sont des indépendances du milieu des années 70. Ce qui montre que ce processus a été extrêmement long, ça a été des conflits je dirais même, un moment de géopolitique majeur, mais qui s'est étalé sur un temps très très long, alors que bien souvent on a le sentiment de le ramener à la fin des années 50, début des années 60, ce qui est toujours une erreur. On y reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce que je rajouterais un petit peu, c'est qu'au niveau de son assassinat, quand vous dites Bob Denard, etc., il ne faut surtout pas oublier qu'il y a eu quand même la complicité de certains Comoriens. Sur Bob Denard, voilà. Et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Généralement, les coups d'État font qu'il y a, par définition, on en a parlé tout à l'heure pour le combat, une vraie complexité, mais en même temps aussi une mécanique qui est souvent la même. Alors, avant de venir à vous et au Maroc, je vais basculer sur le Burkina Faso. C'est vous qui terminerez ce premier tour de table. Je voulais... on va aller au Burkina, si vous êtes d'accord. Donc, ce qu'on vient d'entendre sur le Congo, votre avis. Alors, j'ai la pression de partout là-bas sur le timing, hein, je vous préviens. C'est aussi pour ça que je vous ai essayé de vous les voyez là-bas. Ils mettent la pression en coulisses, hein, je tiens à vous le dire. Donc, prenez votre temps, vous inquiétez pas. Je serai là pour vous protéger pendant que vous allez en parler. Mais quel est le rapport, un peu comme on vient de faire par rapport au Congo, le rapport que vous pouvez faire entre les Comores d'hier et les Comores d'aujourd'hui par rapport à ces débats sur la modernité, ces débats sur la vie politique. C'est un pays qui a été extrêmement bouleversé politiquement. Les Comores, et là, ont un point commun avec le Congo, c'est des pays où la violence politique a dit beaucoup de choses. Et avait fait que la démocratie en tant que telle a beaucoup de mal à s'installer. Donc quel rapport vous faites depuis, si vous deviez faire ce parallèle sur les 40 ans d'histoire? Oui, effectivement, c'est un pays qui a eu beaucoup de déstabilisation politique jusqu'à présent. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Hein. Ce que je trouve
Ce qu'il disait, Jean-Jacques, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé aux Comores et ce qui se passe aux Comores. Parce que, par exemple, Ali Swali Mtashiwa a fait en sorte d'instaurer l'écriture en comorien, la langue comorienne, ce qui n'était pas possible avant lui. Donc nous avons connu des personnes, en fait des personnes qui sont jamais rentrées à l'école et qui ont appris à écrire l'alphabétisation comorienne, qui grâce à ça, aujourd'hui, ils arrivent quand même à se débrouiller. Donc c'est pour donner un exemple qu'on essaye toujours de les rendre sourds, de les rendre débiles. En fait, on a l'impression qu'il y a un système qui est là, il faut absolument empêcher les gens d'apprendre pour ne pas comprendre ce qui se passe. Et actuellement, les Comoriens sont complètement perdus. Ali Swali, à l'époque, avait fait en sorte que chaque région, chaque village, chaque citoyen possède une radio pour pouvoir suivre les informations. Donc, d'ailleurs, il y a un ancien qui est là, un de ses anciens élèves, hein, il peut confirmer, parce qu'il voulait justement que les Comoriens comprennent la politique qu'il voulait mener. Il avait fait en sorte qu'on sépare, comme je disais tout à l'heure, la religion et l'État. Il avait exigé à ce qu'on explique la prière du vendredi en comorien, justement, pour réveiller les esprits, pour que les Comoriens comprennent qu'il ne faut pas, en mélangeant à chaque fois, en tomber dans le piège. Donc, il s'est battu pour tout ça, justement, pour réveiller le Comorien. Et ceux qui sont arrivés après, malheureusement, n'ont pas su garder le cap, ou n'ont pas voulu garder le cap, pour justement les rendre, pouvoir bien dominer. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est malheureux, qui est dommage aussi, parce que on fait en sorte, il y a 40 ans, il y a 42 ans, plus, puisqu'il a été assassiné, il avait 44 ans, donc lui, il a fait en sorte de réveiller les Comoriens, il a fait en sorte que les Comoriens prennent conscience de leur destin, il a fait en sorte que les Comoriens soient acteurs de leur destin, et puis on l'a assassiné justement à cause de ça. Il a fait en sorte de montrer, alors quand Madame Fanon parlait que nous sommes toujours, qu'il y a des pays ou des départements qui sont toujours colonisés, ou etc. Bon, nous les Comores, on dit que nous sommes indépendants, les 3 îles, parce que nous sommes indépendants, mais nous sommes toujours colonisés, parce que malheureusement, la France tient toujours les ficelles. Donc, on ne nous laisse pas la possibilité de s'en sortir. Et Ali Swali, il avait fait ça. Il voulait qu'il y ait une rupture. Il voulait que les Comoriens apprennent à se débrouiller, sans demander de l'aide ou à mendier à l'étranger ou à l'extérieur. Bon, donc, il avait passé des accords avec la Chine, avec le Sénégal, avec le Maroc, etc., justement pour qu'il y ait cette rupture, parce que il fallait qu'on sorte de nos têtes ce mode colonialisme qui n'était pas bénéfique pour nous. Donc, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a fait que il a été aussi assassiné. Il a voulu aussi protéger aussi la richesse des Comoriens. La richesse, parce que bon, nous avons quand même une terre qui est très fertile, et nous avons l'ilang-ilang, nous avons la vanille, nous avons tout ça. Donc ça a été un peu comme l'histoire de Laurent, Monsieur Gbagbo, hein, quand il a voulu négocier pour le cacao, et ben voilà. Donc bon, ça a été un peu tout ça, et je pense qu'il y a, ça ressemble un peu à l'histoire de Monsieur Lumumba, voilà. Et puis je vais préciser aussi que Monsieur Thomas Sankara, ils se sont connus avec Ali Swali à Madagascar. Donc le programme de l'autosuffisance alimentaire, ils l'avaient établi ensemble. D'accord. Vous connaissez
Voilà, donc... Ça va me permettre de passer la voix, parce que là, derrière, j'ai une émeute qui arrive, j'ai encore deux intervenants pour conclure. J'ai mes deux intervenants qui doivent terminer. Je vais tenir ma promesse. Excusez, heureusement que vous ne savez pas beaucoup parler, parce que vous m'avez dit exactement l'inverse, mais enfin, quoi, vous adorez parler. Vous êtes très très doux, mais vous m'avez rusé. Vous m'avez rusé, en fait. Sur Thomas Sankara. Bonsoir tout le monde. Ça va? Non mais il n'y a que là-bas qu'il y a des gens qui me disent bonsoir, ou ici il n'y a personne qui me dit bonsoir? Donc je suis heureux d'être là, parmi vous. Je suis là à double titre. Je suis là en tant qu'artiste qui est venu déclamer 1 ou 2 textes, peut-être 3. Mais je suis là aussi en tant que parrain d'honneur de la Fondation Tachia, qui est présidée par Djamila Adeswale. Pour moi c'est un honneur. Alors je suis venu tout seul, hein. Je ne suis pas venu avec mes musiciens, comme vous avez vu. Mais je suis venu bien accompagné. Je suis accompagné de mon Nzenze, qui est notre harpe traditionnelle de l'archipel des Comores, et de mon Gambous, qui est notre lutte comorienne d'origine yéménite. Alors je vais essayer de vous faire un texte qui s'appelle Ungwana, qui fait partie de mon dernier album Afrosol. Et la mélodie elle est inspirée de Jimbo la Toïfa, c'est-à-dire l'hymne révolutionnaire d'Ali Swalehi, qui a été prohibé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Abou Shihabi à Mayotte. Je lui ai demandé d'interpréter cette chanson. Il est sur mon précédent album Origine. Et j'en ai fait une autre version pour l'album Afrosol. Ta vision nous rapproche de toi, mon gosier. Je faisais danser les papillons au passage de ta moi j'avais 6 ans. Témoin des pays en développement, battement de ton cœur, les routes des écoles sortaient de terre. Mon colo n'a rien fait en 150 ans.
Il t'a laissé une voiture dans un fossé. Au contraire, les forces des Wananti comme remorqueurs, ils ont serré les dents contre l'ennemi du Francosi. Ils t'ont fait payer le prix fort. Sous un soleil caniculaire, j'ai appris ta mort. La folie chantait à l'Iswahili, ah fou. Les kafiris, les fous, Bali Ujinga ou Rosa. Les regrets inondent le pays aujourd'hui. Yetareha de Hakimu, Umbwana, Kasino. Siwa kumurima, siwa mane, Umbwana, Kasino. Siwa kumurima, siwa mane, Umbwana, Kasino. Siwa kumurima, siwa mane. Héritiers d'Ali-Swalihi, nous sommes venus à l'ONU exorciser notre pays, possédé par l'esprit Mzungu. Il a dressé mur de visa entre Serlam et Soroda, des milliers noyés dans l'océan Indien en Kwassa. Les îles de la Lune, un archipel de 4 étoiles unies. Depuis la nuit des temps, l'indépendant fut le choix, 95%. Le coq brouille les cartes, garde l'île hippocampe illégalement. Condamné depuis 40 ans, vos résolutions se heurtent à son veto. Ces coups d'état nous maintiennent le coup dans l'eau. Ces chiens foutus le président. Comment tenir encore debout? Il y a de l'eau dans le gaz, des gisements larges de nos îles. Oh mon Dieu, priez pour nos enfants, l'avenir s'annonce sombre. J'accuse des milices en carte blanche, brûlent des cases devant la bienveillance des forces du désordre. On conduise des victimes aux frontières, laisse d'autres sans abri sur la place de la République. Bienvenue dans la France-Afrique. Comme à l'Allemagne, brisons ce mur qui sépare politiquement notre archipel indivisible culturellement. Nous faisons appel aux esprits onusiens, africains, arabes, aux juifs qui aspirent à la paix dans ce monde. Stoppons la colonisation. Umbwana, Kasino, Siwa kumurima, siwa mane. 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 Merci aux intervenants de la table ronde qui ont animé cette nuit des idées. Comme vous avez pu le voir, on a essayé de respecter que tous les intervenants puissent venir. Ce qui a été annoncé a été respecté. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, comme Aïssa Maïga, qui nous soutient, qui est la marraine de cet événement, elle est de tout cœur avec nous. Elle aurait aimé être là. Louis Georgetin a été annoncé. Il n'a pas pu venir. Donc il m'a chargé de lire un texte. Même si moi, dans mon intervention du discours de tout à l'heure, j'ai lu un texte, je vais en relire un deuxième, un peu plus court. Donc, je le cite. Ne pouvant être des vôtres aujourd'hui, j'ai demandé à Nouriati Djambaé de lire en mon nom le texte que voici.
Et je félicite le MUSEM et le collectif en commun d'avoir choisi ce thème autour de la colonisation. En 2005, fut voté au Parlement français un texte affirmant le rôle positif de la colonisation. Il fut certes partiellement abrogé quelques mois plus tard, mais selon un sondage publié à la même époque, 2 Français sur 3 estiment en effet que la colonisation fut une chose globalement positive. Or, la colonisation du XVIe au XXe siècle a été une suite de crimes contre l'humanité. Génocide dans les Amériques, esclavage transatlantique, massacre en Afrique, en Asie et en Océanie. Ceux qui trouvent les aspects positifs à la colonisation font ce qu'on appelle de l'apologie de crimes contre l'humanité, et cela devrait être pénal. Enfin, relevé du pénal. Si les Français sont en général totalement ignorants de ce que fut la colonisation, ils ignorent encore plus ce que fut la résistance du processus colonial. Dans leur esprit, les Africains ont accepté la colonisation comme des moutons, voire avec enthousiasme. Tintin au Congo a laissé des traces. La colonisation a tué dans ce pays des millions de personnes. Mais dans l'album fameux, les Congolais vénèrent à genoux la statue de Milou. Mandaté par le président de l'Union africaine pour mettre en place l'état de la diaspora africaine, je souhaite mettre au premier rang la question de l'histoire et du patrimoine. C'est pourquoi j'ai proposé aux organisateurs du colloque et à Pascal Blanchard que nous travaillions à mettre en place un projet visant à favoriser la mémoire coloniale. En travaillant avec Facebook ou avec Google, on pourrait mettre en place des lunettes qui permettraient de voir en réalité augmenter les lieux de mémoire du passé colonial, qu'ils soient en Europe, en Afrique ou ailleurs. Il suffirait pour cela de faire le lien entre l'espace et le temps, entre les lieux visibles d'aujourd'hui et les histoires invisibles du passé. Cela permettrait de favoriser l'éducation populaire, la mémoire, le dialogue interculturel et même le tourisme, mais un tourisme conscient. Voilà donc la proposition que j'adresse à vous tous en espérant recueillir votre soutien actif. Louis Georgetin. Bonne chose à une fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation, aux intervenants, aux Marseillais, aux gens qui sont venus de Paris, qui sont venus de Dijon, qui sont venus de toute la France. Merci beaucoup. Et Ali Swahili, pour moi, c'est vraiment une figure emblématique de l'histoire comorienne. Et c'est vrai, comme je le disais, on parle beaucoup de Thomas Sankara, Lumumba. C'est vrai que c'est des figures emblématiques, révolutionnaires, qui peuvent donner la force à des jeunes générations de combattre, de continuer le combat pour notre rapport à l'Afrique et l'essor de l'Afrique via les populations locales. Mais Ali Swahili, pour moi, c'est un visionnaire. C'est le premier. Et je dis, surtout dans une ville comme Marseille, Ali Swahili, il devrait avoir une rue à son nom. Parce que plein de Comoriens se référeraient à lui, se reboosteraient, verraient la force qu'il a eue. Enfin, moi, je suis très émue d'être ici et d'avoir pu rencontrer ses proches. J'en suis encore un peu retournée parce que pour moi, c'est une figure très forte
qui doit être étudiée, apprise. Les leçons qu'il nous a données ne doivent pas être oubliées aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt de participer dans cet événement? Alors c'est d'abord d'apprendre des autres, j'ai énormément appris, mais c'est aussi d'échanger, de partager. Partager parce que chacun en Afrique essaie de faire des choses et il serait bien qu'on commence à mutualiser nos efforts et à mutualiser nos forces. Et c'est en quelque sorte un peu ce qui nous motive à participer à ces genres de rencontres et c'est tout un plaisir. On a parlé pas mal des chefs d'État africains, notamment Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Ali Souali. Vous connaissez Ali Souali déjà? Je l'ai connu ici à Paris. Je l'ai connu par le biais de sa fille que j'ai rencontrée et pour laquelle j'ai énormément de respect et d'estime parce que j'ai appris à connaître l'histoire de son papa. J'ai appris à en connaître un peu plus sur le pays et sur votre pays. J'ai appris à savoir en fait à connaître en fait la relation particulière que nous, notre pays, le Sénégal, avait avec le Comore. Et c'est très dommage que des jeunes comme nous ont en quelque sorte reçoit une certaine forme d'asphyxie de l'histoire et de la réalité de ce que notre pays a connu ou a eu comme relation. Et ce qu'on doit faire, nous, en tant que jeunes, c'est d'utiliser les supports qui sont à notre disposition pour faire connaître ces personnes, pour faire connaître leurs idéaux, pour faire connaître leurs combats, mais en même temps aussi pour rapprocher les peuples. Si on n'arrive toujours pas à avoir une Union africaine digne de ce nom, c'est parce que les institutions, les élites ont échoué. Si les élites ont échoué, c'est nous, population, nous, peuple d'Afrique, c'est à nous de créer l'Union africaine. Et ça commence par ces échanges, ça commence par ces rencontres et ça commence par ces découvertes. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à créer l'Union africaine. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez initié cet événement justement? Mais cet événement, enfin, moi en tout cas ce qui me motivait, c'était vraiment de réunir les familles, toutes les familles. Le premier plateau, je le trouvais exceptionnel, c'est vraiment ça qui m'a ému, de réunir toutes ces mémoires de lutte de grands héros africains qui ont participé à l'indépendance, qui ont participé à l'émancipation des peuples, et de faire revivre ça, transmettre ça aux générations futures, montrer que c'est possible, même si c'est ancien, mais montrer que c'est possible. Voilà, redonner de l'espoir en fait à la diaspora, à la jeunesse notamment, qui était là, qui était présente ce soir dans la salle. Et ce qui m'a plu, c'est que effectivement, quand on a parlé des héritiers, beaucoup sont restés. Il y avait plein de jeunes, il y avait plein de gens ultra motivés. Et je crois qu'il ne faut pas que ça retombe. J'espère que ce n'est pas du one shot, c'est pas un seul événement qu'on a organisé, mais qu'il y aura des suites. Que la petite réunion qu'on a faite cet après-midi où on discutait de travailler sur fédérer entre la diaspora, entre ceux qui luttent en Afrique, les blogueurs, etc., pour mener des luttes communes, liant entre les deux, en créant vraiment un pont entre les deux rives. Ça pour moi, c'est capital. Et puis il faut poursuivre, y compris à Marseille. Il faut prendre au défi le fils Ben Barka quand il dit qu'il faut qu'on rebaptise des rues qui sont à la mémoire du passé colonial de Marseille. Et effectivement, qu'il y ait une rue Ali Souali, qu'il y ait une rue Ben Barka, qu'il y ait une rue Lumumba à Marseille. Ça, c'est un truc qu'on peut inscrire dans le programme municipal, par exemple. Et c'est important parce que c'est la mémoire sensible de notre ville, de Marseille, qui a ce passé, mais qui est aussi une ville un creuset en fait, fédérateur. Et il sera encore plus fédérateur à Marseille si effectivement on a ça. Moi, je tenais d'abord à remercier les organisateurs de cet événement, d'abord. Donc, Marseille en commun, représenté par Nouriati Djambaye, Sébastien Ball, etc. Et puis remercier aussi le MUSEM, puisqu'ils ont accepté aussi ce projet, ils ont soutenu quand même le projet. Mais surtout, je remercie mes sœurs de la Fondation, mes sœurs de cœur, de soutenir toujours la Fondation Mtsachiwa et de la Fondation d'Ali Souali Mtsachiwa. Donc, et je remercie aussi mes garçons qui sont toujours là derrière moi, qui nous soutiennent toujours. Je remercie aussi beaucoup mon mari de sa patience, parce qu'il est très très patient. Merci beaucoup. Je remercie aussi toi, Saïd, qui est toujours derrière ta caméra pour pas qu'on rate tes images. Donc merci beaucoup. Et puis je tiens aussi à remercier quand même mes frères et sœurs de Chouani qui sont venus, toute la communauté comorienne qui était présente, parce que franchement c'est très très important que cette communauté s'est levée, venir honorer aujourd'hui
cet événement. Et surtout en sachant que là c'est une première. Ali Souali, on parlait toujours d'Ali Souali aux Comores, mais on ne parlait jamais d'Ali Souali à l'international. Et là on y arrive. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et on espère que le combat continuera et qu'un jour qu'on puisse faire passer la vérité en premier, qu'elle prime et que pourquoi pas, comme disait la femme de Thomas Sankara, elle a réussi avec le soutien de sa communauté, les soutiens de son clan, de faire ouvrir les archives. Oui. Donc maintenant, M. Macron a accepté et nous on espère aussi que la France, notre président aussi, Azali, nous soutienne et nous aide aussi à ouvrir ces archives, on nous accorde ça, qu'on puisse un jour faire le deuil, parce que tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, tant que la justice ne se fera pas, tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance, le deuil ne se fera pas. Donc on espère qu'on aura nous aussi la chance d'avoir une ouverture au niveau des archives pour la mémoire d'Ali Souali. Il y a d'autres mots à rajouter, madame. C'est bien passé. Oui. On remercie tout le monde qui étaient présents. Et ici, de notre côté, par rapport à l'événement, à l'organisation, c'est un honneur, franchement, c'est un honneur parce que grâce à Nouriati Djambaé, les Comores sont mis en avant. Je veux dire, là, c'est le monde qui regardait ce débat. Toute l'Afrique était là et tout le monde est parti avec notre propre histoire. C'est un honneur incroyable. Et comme il a été dit dans le débat, il faut que l'Afrique soit digne, audacieuse et vraiment qu'elle avance avec beaucoup de confiance et de résistance. Voilà. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive l'Afrique. Et Naïm, pour ma part, c'était très enrichissant. Voilà, c'était un vrai cours d'histoire africaine, géopolitique, on va dire. Parce que j'ai beaucoup appris, j'ai partagé ces jours-ci avec de grandes personnes, et notamment les familles Sankara, famille Lumumba. C'était très enrichissant. Et au final, on se rend compte que l'histoire, elle est commune en fait, que ce soit au nord de l'Afrique, au sud, à l'est, à l'ouest, dans les îles, c'est la même histoire qui se répète. Et voilà, on lâche pas le morceau, on continue et on continuera nos opérations avec la Fondation en espérant que les archives soient ouvertes et qu'on sache un peu la vérité. Ok, merci. Merci. Voici, l'événement est terminé. Oui. Quel message on peut tirer par rapport au discours ou les interventions qu'on a entendues depuis 18h jusqu'à maintenant? Alors déjà, je tiens vraiment beaucoup à remercier le MUSEM qui pour la deuxième fois, parce qu'il y a eu déjà un événement sur les Comores, etc. Là, c'était pas un événement porté sur les Comores, mais plutôt sur les résistances d'histoire africaine, tous ces présidents qui ont été assassinés et qui se sont battus pour l'Afrique et qui avaient des idées révolutionnaires, etc. Donc c'était un plaisir de voir que beaucoup de jeunes africains de la diaspora, etc., vivent la même chose que nous, mènent le même combat que nous. Je savais qu'il y avait des problèmes un peu partout en Afrique, mais quand même, à force de discuter avec les uns et les autres grâce à cet événement, on remarque qu'on a à peu près tous les mêmes problèmes et ça nous donne de la force pour continuer nos actions, pour la Fondation, etc. Voilà. Et le grand message que je pense avoir tiré, moi, en tout cas de toutes ces interventions, etc., c'est que, en fait, par le nombre, on a de la force. Voilà. Donc par le nombre, on a de la force. Si on s'allie, on peut faire plein de choses, etc. Seul, c'est sûr que voilà, on ne peut pas faire grand chose. Mais toutes ces personnes-là qui pensent de leur côté, nous, eux, des personnes de la diaspora gabonaise qui ont pris la parole, etc. Si on arrête de penser tous dans notre petit coin et qu'on se mettait ensemble, je pense qu'on aurait moyen de changer les choses, en tout cas, de changer beaucoup de choses. Et je reviens aussi pour parler de la Fondation, du coup, c'est pareil. Là, nous, on fait des actions, etc. Mais si tout le monde met, je sais pas moi,
aide un petit peu, ben, on pourra faire de grandes choses pour la fondation, pour les Comores et aider par la suite et faire de meilleurs événements. Enfin, voilà. Un message pour la jeunesse comorienne, que ce soit de la diaspora, voilà. Alors, franchement, la jeunesse comorienne, ce que j'ai à dire à la jeunesse comorienne, c'est que c'est vrai que les Comoriens, en ce moment, ben, on est réputé pour quand même bien réussir nos études, etc., bien apprendre. On est bien porté dans l'éducation, tout ça. Et là, ben, c'est le moment de réinvestir tout ce qu'on apprend, de réinvestir tout ce qu'on a appris, de renvoyer tout aux Comores et de sortir les Comores, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile de se dire, voilà, je repars. Moi, le premier, parce que j'ai grandi en France, je suis né en France, etc. Mais je pense qu'on a quand même assez de contenu, en tout cas, et de bagages pour pouvoir changer les choses aux Comores avec tout ce qu'on a appris et tout nos petits cerveaux qui font un grand cerveau. Kasibu siwa kumurima siwa manne.